Bah, merci, Vincent pour cette introduction et pour, m'avoir invité à participer à ce colloque. Donc, merci Vincent et Michael pour, vraiment cette, organisation, d'une journée qui, sera très intéressante. Là maintenant, je vais vous parler. Ah oui, oui, je suis désolée, c'est un peu sous les feux de la rampe et puis voilà, merci. Heu Donc ce matin, je voulais vous parler donc d'évaluation de la traduction automatique, mais aussi d'autres, tâches du traitement automatique des langues. Donc je suis pas une spécialiste de traduction automatique, hein, comme vous avez pu l'entendre, dans cette présentation et donc vous montrer un petit peu quels sont en fait, les défis de l'évaluation de ces modèles, en particulier donc maintenant que, les des modèles, alors statistiques et les grands modèles de langue sont, assez prévalents dans le domaine. Ah oui, c'est ça et donc du coup, voilà, je voulais situer un petit peu mon discours. Donc comme Vincent, l'a expliqué, donc moi je suis directrice de recherche au CNRS et donc j'ai une expertise qui est plutôt dans, l'analyse des documents du domaine, biomédical. Donc du coup, ben, la plupart des choses que je vais vous dire s'appuie sur des exemples et des travaux qui sont, réalisés dans ce domaine et donc du coup, j'ai aussi une expérience d'évaluation, des modèles. Donc dans le cadre de campagnes d'évaluation, je vais vous parler en particulier de la campagne d'évaluation, WMT, médicale, donc qui était une tâche de, traduction automatique de textes issus de la littérature, biomédicale et donc du coup, bah, j'essaierai de vous montrer aussi quels sont les problèmes, éthiques en fait que soulève l'utilisation de ces outils, dans le domaine biomédical et de discuter d'autres dimensions d'évaluation, parce que, donc en traitement automatique des langues, on a beaucoup de benchmarks et de challenges avec des évaluations qui utilisent des métriques, qui sont beaucoup des métriques automatiques, et du coup, voilà donc une des choses principales que je veux vous dire et en fait, ça va être ça un peu le résumé, c'est que, en fait, l'évaluation en traitement automatique des langues, donc doit utiliser des métriques automatiques, mesurer la qualité, mais il faut aussi se préoccuper donc de ses impacts, en termes de biais, d'impact environnemental, notamment et d'impact sur les utilisateurs des outils, sur lesquels on travaille. Et donc, du coup, je voulais commencer par rappeler, en fait, les principes de l'évaluation en traitement automatique des langues, donc qui sont faits pour, favoriser la reproductibilité des outils et des expériences. Donc il y a un paradigme d'évaluation, qui a été défini au cours des années et qui s'appuie, sur la définition d'une tâche. Donc, qu'est-ce qu'un outil doit faire? Donc, on doit avoir une description, en fait, de cet objet d'étude qui est détaillé et qui inclut une description de qu'est-ce que l'outil va prendre en entrée et qu'est-ce qu'il va produire, en sortie. Et donc ensuite, cette définition qui est, un petit peu théorique de la tâche, en fait, est instanciée par, des corpus, d'évaluation et donc où on construit finalement des exemples de qu'est-ce qu'on voudrait que l'outil, fasse, donc avec, les entrées, les sorties, y compris les annotations qu'on souhaiterait et ensuite donc on fait des partitions de ce corpus qui peuvent être utilisées pour entraîner des outils, hem faire de la validation éventuellement ou de la recherche de paramètres et ensuite une évaluation et donc un des principes fondamentaux là-dessus et j'y reviendrai, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, maintenant, c'est que, en fait, il ne faut pas qu'il y ait de recouvrement entre ces différentes partitions des corpus pour que l'évaluation puisse être faite correctement et donc le troisième élément, dont on a besoin, c'est, des métriques, donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on va mesurer si, l'outil fait bien la tâche qu'on souhaite qu'il fasse. Et donc, une des choses qui est formidable en traitement automatique des langues aussi, c'est qu'en général, donc tout ce processus d'évaluation est, ensuite matérialisé par des outils open source qui, du coup, permettent de reproduire les évaluations, au-delà des campagnes, dans lesquelles ils peuvent être, organisés. Heu et donc du coup, je vais vous présenter un exemple de comment tout ceci se met en œuvre. Donc, dans la campagne, alors WMT, on a organisé pendant, 8 ans, une tâche, biomédicale et donc qui consistait à, traduire, des textes de la littérature biomédicale, alors, de l'anglais vers des langues autres que l'anglais et inversement. Donc
au cours de ces 8 années, il y a eu, 13 langues qui ont été couvertes. Alors pas forc et donc la constante, disons, sur tout au long de la campagne, on a toujours eu les paires de langues, anglais-espagnol, anglais-français et anglais-portugais. Et du coup, j'utiliserai des exemples, de anglais-français, pour cette, présentation. Et donc l'idée derrière, en fait, cette tâche, c'était des utilisations de la traduction automatique à destination des professionnels de santé qui sont amenés dans leur pratique, donc à, consulter, des informations de santé dans la littérature, en particulier des cas cliniques. Et donc ils sont pas toujours, alors ces choses-là sont publiées en anglais et donc les praticiens, eux, ne sont pas toujours, anglophones. Donc le premier cas, c'est, d'usage, c'est l'idée de pouvoir, en fait, accéder à des informations de santé dans sa langue, dans une langue qu'il maîtrise, qui n'est pas forcément l'anglais. Et inversement, quand, il y a des découvertes cliniques qui sont faites ou qu'il y a besoin de partager, en fait, une expérience sur un cas clinique avec la communauté. Donc là, il y a un besoin de traduction, du coup, de la langue des professionnels de santé vers l'anglais. Et donc du coup, pour cette campagne, les corpus sur lesquels on s'est appuyé sont issus, d'une base de données qui recense des articles de la littérature scientifique publiés en anglais, qui est, la base, Medline, donc qui est, réalisée par la National Library of Medicine, aux États-Unis. Et on a aussi, au cours, des années, ajouté à cela, des, jeux de données qui étaient, construits avec, des cas cliniques et aussi de la terminologie, médicale. Et donc du coup, les métriques, donc la métrique constante utilisée, ben, c'était le score, bleu. Puis on a aussi utilisé au cours des années d'autres scores comme CHRF ou Comet. Voilà. Et donc du coup, pour vous donner un aperçu de, ce que ça a, enfin le de résultat de cette campagne, donc on a cette belle courbe. Donc du coup, ben, sur les paires de langues qui ont été proposées, au cours des années. Donc c'est en fait, une illustration qui est vraiment indicative parce qu'en fait, donc pour chaque année, là, j'ai pris le résultat du meilleur système qui avait été soumis à la campagne dans ces paires de langues. Et donc comme les jeux de test, en fait, sont différents chaque année, donc il y a pas de comparaison, en fait, immédiate entre les choses, mais on voit, ça permet quand même de voir une tendance qui est intéressante. Donc ce qu'on voit, c'est que, en 2016-2017, on était sur la fin, en fait, des systèmes de traduction, phrase à phrase, statistiques, donc type, Moses, pour ceux qui connaissent. Et donc ensuite, entre, 2017 et 2021, on va dire, là, on était plutôt sur des systèmes de traduction type neuronal. Donc on voit qu'on a donc un exemple, c'est pour ceux qui connaissent, Marianne NMT. Voilà. Et donc du coup, on voit qu'on a une progression, en fait, sur cette période-là qui est assez constante, en fait, des performances des systèmes. Donc ça reflète un peu ce changement de paradigme qu'on a vu en traduction automatique quand on est passé à ces systèmes-là. Et puis après, du coup, à partir de 2021, là, c'est un peu plus, mixte. Et puis on a des traductions à base de modèles de langue, donc comme, ChatGPT et autres qui sont arrivés. Et donc là, ce qu'on constate, c'est que, on est moins dans un saut de performance, même si ça a l'air de continuer quand même sur une pente un petit peu augmentante. Mais on voit que les choses sont moins, c'est un petit peu plus, dispersé. Donc voilà, donc je trouve que cette courbe, elle illustre de manière, intéressante, en fait, un peu les évolutions des systèmes, mais ça reste donc voilà, des scores bleus. Et ce qui est important, c'est, de regarder aussi un petit peu plus près dans les données, qu'est-ce qui se passe et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, on va pas dans le bon sens, excusez-moi. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc du coup, voilà pour, illustrer, de manière un petit peu plus concrète, en fait, à quoi correspondent les corpus de tests qu'on a pu, utiliser dans la campagne. Donc ça s'appuie sur, le fait, donc alors détecter via, les métadonnées qui sont contenues dans la base, Medline, des articles pour lesquels, heu, on dispose de résumés dans, plusieurs langues. Et donc du coup, on va aller collecter automatiquement, ces articles et on fait, en fait, un alignement au niveau des résumés, des titres et des résumés, de ces textes.
pour, du coup avoir, bah, les corpus de référence et donc alors une première difficulté, donc ce qu'on voit ici, c'est on n'a pas forcément des alignements qui sont, phrase à phrase. Donc là, on a un exemple où on a, une longue phrase, en français qui en fait est traduite par, je crois c'est trois phrases. Ou c'est l'inverse? Enfin, donc oui, c'est ça, on a une longue phrase en anglais, pardon, en noir et donc qui est traduite par 3 phrases différentes sur la partie en français en bleu. Donc il y a un premier travail dans le cadre de la campagne d'évaluation qui est de faire ce découpage en phrases et puis du coup l'alignement, qui est pas forcément, heu phrase à phrase. Et après, voilà un deuxième exemple, où là, bah, donc de la même façon, alors on commence à voir déjà des particularités des textes médicaux où il y a des abréviations, qui sont définies, puis ensuite utilisées dans la suite des textes. Et puis on a des phrases qui sont des fois un petit peu étranges, là, comme cette dernière phrase où on voit que donc la langue, d'origine, c'est en noir. Donc là, c'était en français, l'ATL était de siège glottique et donc ça, on voit que ça a été traduit là par «The LT was of glottic seat», oui, ce qui en fait en anglais veut pas dire grand-chose. Donc on peut s'interroger un peu sur voilà, la nature de ces traductions. Et donc du coup, ça, c'est un travail qu'on a fait, ah oui, donc du coup, je voulais vous présenter un peu les résultats sur la qua en fait, un contrôle qualité au niveau de l'alignement des phrases déjà, parce que j'ai dit que c'était quelque chose d'assez important. Donc là, on a un gros tableau avec plein de chiffres, mais ce qui est important de voir, en fait, c'est que, quand on regarde la différence dans les paires de phrases entre les lignes qui ont des petites astérix et puis les autres, on voit quand on fait la validation manuelle et qu'on corrige on corrige l'alignement et ben, en fait, on augmente vraiment le nombre de phrases qui sont alignées et donc du coup, ça contribue aussi, à valider, en fait, la qualité des chiffres, ben, bleus, bah, typiquement qu'on va obtenir après puisque les scores bleus sont calculés, en fait, sur les alignements hem, sur la base de ces alignements. Hem, Hop. Voilà et donc du coup, bah, pour revenir un peu sur la question de la qualité du corpus aligné qu'on peut obtenir, à partir de ces articles de la littérature. Donc une chose qu'on a fait, c'est, en fait, de faire une enquête auprès des auteurs des articles qui sont indexés dans la base Medline parce que en fait, donc ces articles-là ont incidemment donc on les trouve dans différentes langues, donc ça fait un corpus parallèle qui est intéressant. Mais au final, on ne sait pas trop comment ces articles ont été rédigés. Donc nous-mêmes, en tant qu'auteurs d'articles, des fois, on nous demande un résumé en français, en anglais. Quand on réalise, on écrit ce genre de texte, ben, on n'a pas forcément une formation en traduction, puis on n'a pas forcément en tête le fait que, ben, des gens vont faire une campagne et puis ils vont essayer d'aligner les phrases vraiment pour, ensuite utiliser ça comme des textes de référence. Et donc du coup, on a essayé d'en savoir un petit peu plus et les questions, qu'on s'est posées, donc portaient sur, ben, quelles étaient les compétences en fait, langagières des auteurs de ces articles. Est-ce que, chacun des résumés, donc est-ce que les auteurs, étaient de la langue native dans laquelle les textes étaient écrits? Donc ça, on voit que c'est beaucoup le cas pour les langues autres que l'anglais, donc dans ce cas-là, espagnol, français et portugais. Mais c'était moins le cas pour les résumés en anglais et donc du coup, ce qui explique, voilà, éventuellement des choses étranges dans les versions anglaises comme, l'exemple qu'on a vu, tout à l'heure. Hem Et il y a aussi une disparité, en fait, dans la manière dont les résumés sont élaborés, parce qu'on a certains auteurs qui nous ont rapporté qu'ils avaient eu l'assistance de, traducteurs professionnels pour faire ça. Donc soit via leur institution et donc ça, souvent, c'était, en fait, des auteurs qui étaient dans des institutions, canadiennes. Donc qui soit via leur institution ou soit via les revues, en fait, qui avaient des services de traduction, qui contribuaient à cela. Et donc du coup, ben, les méthodes pour rédiger les articles,
étaient, aussi différentes et donc ça allait de, enfin l'implication en fait d'un traducteur officiel à, des, donc une méthode, enfin manuelle où les auteurs font le travail demandé en s'appuyant donc, parfois sur, des outils de traduction automatique avec de la post-édition, donc ce qui est aussi le standard dans l'industrie pour réaliser cela et ce qu'on a remarqué aussi, c'est que les locuteurs d'espagnol et du portugais étaient, plus enclins à utiliser, donc des outils, de traduction automatique pour l'élaboration des corpus et donc du coup, voilà, ça pose un petit peu question aussi puisque donc des fois, on voit que donc certains des textes qu'on va utiliser comme référence, heu, comportent ont été, élaborés avec des outils de traduction automatique qui parfois ont peut-être été, post-édités de manière assez légère. Abs et donc du coup, l'autre, élément, que je veux vous montrer, c'est, revenir sur cette notion de il faut que les corpus d'entraînement et de tests soient séparés. Donc quand on lance la campagne d'évaluation, donc on prend des articles qui étaient dans Medline, très, très récemment. On demandait officiellement donc aux participants à la campagne de ne pas utiliser ces corpus-là, de ne pas les récupérer par eux-mêmes, pour, entraîner leur système de manière à essayer de garantir ça. Et du coup, on voit qu'en termes de reproductibilité, ben, en fait, si on est 10 ans plus tard, on peut plus difficilement garantir, en fait, que les systèmes n'ont pas utilisé ces corpus qui sont disponibles depuis assez longtemps. Et donc là, ça, malheureusement, c'est aussi quelque chose qui est assez commun en traitement automatique des langues, donc le fait que les corpus soient, on a du mal en fait à savoir si les corpus de tests qu'on utilise n'ont pas été utilisés, dans les systèmes et ce d'autant plus que, bah, quand on utilise des grands modèles de langue, il y a des modèles qu'on appelle des modèles de fondation et qui sont entraînés souvent sur des données auxquelles on n'a pas accès, donc on peut même pas vraiment vérifier en fait, ces questions de recouvrement. Voilà, donc du coup, une autre partie de la campagne, portait sur, la traduction, de cas cliniques et alors donc là, un des avantages quand même de récupérer les corpus, qui sont, donc dans les articles indexés dans Medline, c'est qu'en termes de quantité, on peut quand même en avoir, beaucoup. Donc là, quand on s'est tourné vers d'autres types de corpus qui étaient les cas cliniques, ben, des cas cliniques traduits, en fait, ça existe pas, dans la nature, on va dire et donc du coup, là, on a dû réaliser ces corpus-là. Donc ça a été vraiment sur un petit échantillon de quelques textes et donc ça permet de se rendre compte qu'en fait, c'est déjà une tâche qui est très complexe. C'est de la traduction, donc dans un domaine de spécialité donc là, la méthode qu'on a utilisée, c'était, en fait, donc d'avoir de la post-édition d'un outil qui était de traduction automatique qui était, DeepL et donc on a fait ça en 2 étapes avec une personne qui avait une formation, de traduction, qui faisait une première post-édition à partir de DeepL et ensuite, une personne qui avait une formation, clinique, qui en fait, remodifiait enfin post-éditait à nouveau le texte pour utiliser des formulations qui étaient vraiment consistantes avec le genre de texte des cas cliniques et donc on a fait ça, dans le domaine en cancérologie, en utilisant des cas pour lesquels il y avait pas de référence à des images parce qu'on voulait que les informations, enfin importantes vraiment se cantonnent dans le texte. Heu et donc du coup, globalement, alors voilà des exemples en fait de traductions, qui ont été, soumises par les systèmes. Donc en fait, donc la première ligne, ça montre le texte original en anglais. La deuxième ligne, c'est la traduction de référence et ensuite la 3e ligne, c'est, des, traductions qui ont été soumises en fait par des systèmes et donc avec, ben, différents problèmes qu'on peut voir. Donc il y a cette question de la traduction des acronymes. Donc là, on a un acronyme un peu compliqué qui était SARS-CoV-2 et donc du coup, voilà, ça peut poser des problèmes, mais ça fait quelque chose qui est pas très idiomatique, mais on peut quand même comprendre ce qu'on voit dans le premier exemple. Ensuite, dans le deuxième exemple, on a, quelque chose qui, porte en fait sur une mesure et donc là, c'est un cas où
en fait, la traduction de la mesure implique, en fait, de traduire également l'unité dans laquelle elle est présentée parce que c'est pas, là, c'est un peu une question de culture clinique, on va dire. C'est pas la même unité qui est utilisée, aux États-Unis puis en France, par exemple. Et donc du coup, là, le chiffre est pas tellement lisible et puis en fait, l'unité ne correspond pas. Donc ça fait juste une information que le clinicien, peut pas exploiter, en fait. Il voit ça, il dit: «Je comprends pas ce chiffre», donc ça voilà, ça peut pas avoir d'utilité. Et du coup, dans le troisième exemple, là, on voit un contresens, en fait, où carrément, on a un patient qui est en dénutrition, puis c'est traduit comme, le patient étant, obèse, donc ce qui est vraiment complètement l'inverse de ce qu'on souhaitait. Et donc là, pour le coup, cliniquement, c'est juste faux, en fait. Et donc là, présenter un texte, une traduction comme ça à un clinicien, là, ça devient vraiment embêtant. Et ce que disent les cliniciens, qui est un peu contre-intuitif dans le domaine en traduction, automatique, c'est qu'à la limite, ils préfèrent un texte auquel ils comprennent rien, genre comme le deuxième, on comprend pas, mais du coup, on sait qu'on va pas utiliser l'information, plutôt qu'un texte qui, a priori, a l'air, pertinent, mais qui, en fait, contient une information, fausse. Donc voilà. Et donc du coup, les scores en termes de scores bleus, en fait, les scores bleus qu'on obtenait sur ce corpus de cas cliniques et sur les corpus de la littérature sont vraiment équivalents, mais on voit que potentiellement l'impact des erreurs, est quand même embêtant. Voilà, donc du coup, on a fait un peu une analyse un peu plus focalisée des traductions sur les acronymes et les mesures comme je viens de vous montrer. Donc on voit que les acronymes très fréquents sont bien traduits, donc des histoires d'intervalle de confiance, IC, donc ça, comme ça apparaît beaucoup, ça fonctionne bien. Mais par contre, souvent la consistance à travers un texte entier, donc au niveau de la phrase, ça peut bien se passer, mais après si on regarde un texte entier, il y a souvent des inconsistances, hem et en particulier donc sur les acronymes qui sont, des acronymes disons locaux qui sont définis en fait donc soit, à l'intérieur d'un cas clinique ou d'un résumé. Voilà. Et après pour ce qui est des mesures, donc là, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a quand même une plus grande prévalence des mesures dans les cas cliniques par rapport à la littérature. Et donc du coup, les systèmes qui sont entraînés sur les textes de la littérature ont peut-être plus de mal aussi avec les cas cliniques sur ces éléments-là qui sont moins présents. Donc il y a souvent des cas où, ces éléments ne sont pas traduits. Et puis, il peut y avoir aussi des erreurs dans le contexte immédiat. Donc, en fait, supérieur à une mesure peut être traduit par inférieur à une mesure. Donc, ce qui encore une fois est, quelque chose une contradiction qui conduit à un texte qui est, cliniquement, faux. Et donc l'autre chose du coup, on n'a pas fait, mais qui à mon avis serait vraiment très important, c'est, d'essayer de déterminer quel est l'impact en fait de la traduction automatique sur les utilisateurs et qui dans le domaine biomédical sont des cliniciens. Et donc, alors des choses qui ont été, mesurées, peut-être en traduction automatique dans d'autres domaines, c'est à quel point ça peut faire économiser du temps aux traducteurs, donc de rédiger un texte avec l'assistance d'un outil de traduction automatique. Donc là, on peut se demander est-ce que ça fait gagner du temps aux cliniciens pour, trouver des informations, dont ils ont besoin? Est-ce qu'ils peuvent avoir accès à plus d'informations puisque du coup des informations qui sont pas disponibles dans la langue qu'ils parlent? Mais quel est aussi l'impact d'avoir accès à des informations qui sont erronées? Donc ça, du coup, voilà, moi je pense que c'est vraiment une direction de recherche qui serait importante de vraiment, trouver des moyens en fait d'évaluer ces impacts sur les utilisateurs. Et donc du coup là, dans la deuxième partie, disons de cette présentation là, je veux parler un petit peu plus donc de cet aspect que, l'évaluation, c'est plus que la mesure d'une tâche. Donc là, on a beaucoup parlé de performance et en particulier avec des métriques. Et donc du coup, un autre élément qui est important, c'est la notion de biais, puis après des questions d'impact environnemental, heu, en particulier. Et donc du coup, là, je vais vous montrer cette figure donc qui, présente alors 5 sources de biais, en traitement automatique des langues. Donc du coup, j'ai repris ce schéma, de nos collègues et puis du coup, j'ai renuméroté puisque moi j'ai mis en 1 en fait le fait de la conception de la recherche, parce que je trouve que c'est
un biais qui est vraiment, extrêmement important. Puis il y a aussi donc la question de, la sélection des données. Parce que du coup, c'est pas forcément parce qu'on a un très grand corpus qu'il est représentatif de tous les locuteurs ou toutes les personnes concernées par, la tâche à laquelle on s'intéresse. Il y a aussi des biais qui se cachent dans les annotations, la manière dont sont préparés les corpus et donc dans les architectures des modèles de langue et donc ça, du coup, quand on fait effectivement des analyses de biais, on voit que, certaines architectures ont tendance à plus amplifier, les biais que d'autres. Heu, voilà et donc ensuite, en fonction des applications des modèles, il y a d'autres biais qui peuvent surgir, également. Et donc du coup, heu le pour illustrer la notion de biais dans la conception d'une étude, donc je voulais juste vous présenter en fait cette définition d'un problème. Si on se demande, alors quel est le meilleur grand modèle de langue à utiliser en traduction automatique? On voit que c'est déjà en fait une question qui est orientée et qui fait le présupposé que, on va utiliser un grand modèle de langue pour faire de la traduction, automatique et donc ça cadre déjà l'étude et en fait, donc dès qu'on a des questions de recherche, c'est vraiment le premier biais qui, du coup, en fait, va, en provoquer, plein d'autres dans la suite de ce qui va être fait hem, dans la recherche. Et donc là, du coup, alors je saute un peu à la cinquième partie qui est, voilà, le biais dans les sorties des systèmes et donc ça, c'est, alors des choses qui sont assez connues, mais ça marche. Donc vous pouvez essayer avec votre outil de traduction automatique, préféré et donc sur les professions, donc quand on essaye de passer alors d'une langue qui marque pas forcément le genre dans les professions, donc comme l'anglais, Hem, quand on a des phrases de ce type-là pour faire expliciter en fait le genre des personnes qui exercent une certaine profession et on voit que, heu, les médecins, ça a tendance à être des hommes, les infirmières, ça a tendance voilà, ceux qui exercent la profession d'infirmier, ça a tendance à être des femmes. Les professeurs, c'est des hommes. Les personnes qui s'occupent des enfants, c'est des femmes. Donc on voit qu'il y a quand même voilà, quelque chose qui s'aligne pas mal avec les stéréotypes et donc ça, c'est des choses qui sont, étudiées, en traduction automatique et au-delà. Mais du coup, là, je voulais vous pointer cette revue, récente, en fait, des biais, l'étude des biais de genre en particulier en traduction automatique et donc ce qui ressort de cette revue, en fait, peut s'appliquer finalement à, beaucoup d'autres, applications en traitement automatique, des langues. Donc un premier élément donc qui est vraiment positif, c'est que, du coup, l'étude des biais, c'est quand même quelque chose qui suscite un intérêt croissant, dans la communauté. Alors en traduction automatique en particulier, il y a quand même des limitations parce que c'est vraiment certains types d'études qui sont faits et donc on regarde beaucoup la traduction texte vers texte, sans impliquer par exemple des images. On s'intéresse beaucoup aux langues qui sont, très dotées. Alors, là, il y a un biais là-dessus parce qu'effectivement, comme elles sont très dotées, c'est là qu'il y a le plus de corpus et de ressources disponibles pour faire ces types d'études. Voilà. On se focalise aussi, beaucoup sur la traduction, phrase à phrase et pas forcément, au-delà d'un contexte. Donc en fait, les exemples que je vous ai présentés, précédemment, on voit que le biais, il apparaît en fait dans la succession de plusieurs phrases. Donc il y a cette question de contexte qui est importante et donc on sait que le genre en fait n'est pas binaire, mais souvent par simplification, les études, travaillent beaucoup sur du genre, binaire et donc il y a aussi assez peu d'études, intersectionnelles donc qui considèrent, donc le genre, mais aussi d'autres sources de biais comme, des biais socio-économiques ou, sur l'état de santé des personnes et cetera.
Hem, donc voilà et donc les travaux qui sont réalisés, ben, portent sur le fait d'essayer d'avoir des stratégies de mitigation de ces biais et aussi, bah, le développement de métriques et puis de corpus qui permettent d'évaluer les modèles sur ces aspects-là. Et donc quelque chose qui est aussi important et qui vient, sur le renforcer cette notion de il faut vraiment s'intéresser en fait aux impacts. C'est qu'il y a des études de biais, mais sans forcément s'intéresser à la dimension sociale et donc sur quel est en fait l'impact des biais des systèmes sur les utilisateurs et les utilisatrices, en particulier ceux qui sont issus de populations, qui sont, déjà en situation, désavantagée et donc il y a vraiment beaucoup d'études qui, approchent ce problème comme quelque chose des solutions en fait, technologiques et vraiment on regarde statistiquement, voilà, qu'est-ce qui se passe et comment on peut, résoudre ce problème et donc la conclusion, bah, c'est plutôt que les biais en traduction automatique sont pas du tout résolus et contrairement à ce que la communauté pouvait penser, ben, il y a 10 ans quand, on a commencé à s'intéresser à ces problématiques-là, c'est pas du tout facile justement de résoudre ça. Heu, donc voilà, donc là alors prendre un petit peu de recul et regarder plus largement, aux les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle. Donc là, ce qu'on voit, c'est enfin sur ce schéma, là, on n'est plus tout dans la traduction automatique. Donc c'est une étude qui, en fait, étudie, l'impact d'avoir des recommandations, parce que souvent on dit: «Bah, on va pas laisser les systèmes automatiques, prendre des décisions de manière indépendante». Ça va être des décisions qui sont proposées aux utilisateurs qui ensuite peuvent valider ou faire ce qu'ils veulent. Et en fait, donc on voit que donc là l'étude qui était faite, c'était quelque chose qui est vraiment très simple pour lequel on n'a pas c'était une étude vraiment de comptage de points. Donc, on a des points de couleur et puis s'il y a plus de points d'une couleur, on prend une décision A, s'il y a plus de points d'une autre couleur, on prend une décision B. Donc a priori, voilà, une personne sait compter des points de couleur, il y a pas vraiment besoin d'un outil pour faire ça et donc là, pour les besoins de l'étude, ce qu'on a fait, ce que les auteurs ont fait, c'est de présenter, une recommandation d'un outil pour la décision à prendre sur cette tâche de comptage et donc présenter un outil biaisé qui, en fait, va, assez souvent quand même proposer, ben, pas la bonne solution et donc ce qu'on voit en jaune, c'est, les utilisateurs qui, prennent la décision, sans assistance et donc c'est le nombre d'erreurs qu'ils font et puis en bleu, c'est les utilisateurs qui ont été exposés à un outil qui fait des recommandations, et donc il y a 2 phases. Une phase où ils travaillent avec l'outil, c'est-à-dire ils regardent la recommandation de l'outil puis, ils mettent en fait, ils prennent leur décision. Donc on voit qu'il y a plus d'erreurs chez les personnes qui sont exposées à cet outil qui du coup, ben, se trompent assez fréquemment et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que dans la phase 2, en fait, on leur enlève l'outil, donc là, ils n'ont plus l'outil et ils font la tâche sans assistance et comme ils ont déjà été exposés à l'outil, en fait, ils font toujours plus d'erreurs que, les personnes de la ligne jaune qui, eux, n'ont jamais vu cet outil, automatique et donc du coup, ça montre vraiment qu'il y a un impact donc des recommandations et puis le fait de s'habituer à les utiliser, ça a un impact aussi quand on n'utilise plus les outils. Et donc là, non, le petit truc humoristique, je ne sais pas si vous avez déjà vu des choses comme ça. Donc ça, en fait, ça s'appelle c'est les biais induits par, l'automatisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un outil recommande quelque chose, ben, on a envie de lui faire confiance, en fait et donc du coup, ben, ça peut avoir des conséquences un peu embêtantes et donc voilà, donc là, ça a fait la une des journaux où, quelqu'un qui suivait son GPS, le GPS a dit: «Tourne à droite» et puis du coup, bah, il a tourné à droite, dans de l'eau, quoi. Ce qui, encore une fois, a priori, on n'aurait pas fait ça si on n'avait pas eu cet outil, utilisé. Et donc du coup, ben, c'est en fait, ce type de biais d'automatisation, ça a un impact quand même qui est, négatif sur les décisions expertes. Donc ça, c'est une autre étude. Donc là, on est plus non plus dans le cadre de la traduction automatique, c'est sur, de la prédiction, enfin de l'analyse en fait d'images en cancérologie, donc sur la détection de cancer du sein. Et donc du coup, hem
L'idée, c'est de regarder ici quelles sont les décisions qui sont prises par les experts, après avoir eu une recommandation donc d'un outil de classification d'images, en fait, qui propose un diagnostic, en termes de cancer du sein et donc de suivi, des patients qui font ces examens. Et donc là, du coup, ce qu'on voit, c'est que, l'impact, de l'outil et des décisions, en fait, incorrectes de l'outil, il est beaucoup plus fort chez les médecins qui ont moins d'expérience, par rapport à, chez les médecins qui sont expérimentés. Et donc du coup, ça doit nous poser aussi, une question donc en fait, une question sur la formation des personnes. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que, bah, les médecins plus expérimentés, ils ont plus de recul sur la tâche et donc du coup, ils sont peut-être un petit peu plus, critiques sur les propositions d'un outil, voilà, concernant l'analyse d'images. Et donc du coup, alors là, on saute sur un biais encore différent qui est la notion de conflit d'intérêts. Donc ça, c'est une étude, qu'on a réalisée il y a quelques années qui analysait en fait la présence de l'industrie, dans des publications en traitement automatique des langues. Donc on a regardé, de manière très, très large toutes les publications à la conférence enfin les conférences ACL. Pour regarder en fait, la présence d'un auteur avec une affiliation industrielle, dans, les publications de la conférence. Et donc du coup, ce qu'on voit, c'est, ben, autour de 2020 en fait cette augmentation très, très importante de la présence de l'industrie. Et donc là, du coup, donc on voit qu'on est passé disons autour de 4-5 ben, en dessous de 4 de présence de l'industrie dans les recherches en TAL à 14 ce qui est déjà une augmentation très importante. Mais quand on fait le même type d'études, en fait, sur les recherches dans les biais qui, du coup, sur la question des biais en traitement automatique des langues qui, du coup, sont plus, récentes. Et là, on est à 42 de présence de l'industrie. Donc c'est bien au-delà de cette moyenne sur l'ensemble, du domaine. Et donc du coup, là, ça aussi pose la question des dynamiques, en fait, de pouvoir et comment, en fait, la présence, de l'industrie dans ce domaine et sur la manière d'orienter les questions de recherche et de conduire les travaux, peut, voilà, influer sur les connaissances qu'on a de ça et sur la manière dont on conçoit, cette problématique. Voilà, donc du coup, bah, une, dernière, thématique dont je veux vous parler, donc c'est l'impact en fait, environnemental, des solutions, donc d'intelligence artificielle et donc en traitement automatique des langues et en traduction automatique en particulier. On s'oriente beaucoup vers des systèmes qui sont assez gourmands en calcul. Et donc du coup, il y a, des recommandations en fait, qui ont été faites alors par un organisme qui s'appelle l'AFNOR sur, le développement en fait de solutions, heu soutenables et donc qui, recommandent que les outils doivent être, ben, aussi, efficaces que possible. Il faut pouvoir montrer en fait, les avantages d'utiliser un système d'intelligence artificielle par rapport à une autre solution. Hem et donc et la condition aussi, c'est de développer, bah, des outils qui restent soutenables dans la limite de l'utilisation des ressources planétaires. Donc de manière plus concrète, si on veut mesurer l'impact environnemental d'un modèle de langue, donc c'est, un mécanisme quand même assez complexe qu'il faut, prendre en compte donc le cycle de vie des modèles parce que, il faut regarder quel est l'impact pendant la phase d'entraînement, la phase d'affinage, il y a des questions éventuellement de distillation, puis la phase d'inférence. Il faut, s'interroger sur l'impact des équipements qui sont utilisés pour, bah, du coup faire ces calculs et donc s'intéresser au cycle de vie également des équipements. Et donc du coup, dans le petit schéma qu'on voit là, on voit les différentes phases de cycle de vie d'un équipement et les différents impacts que ça peut avoir. Alors les petits nuages, c'est l'impact carbone, et donc c'est une mesure qui est très utilisée.
Mais il y a aussi en fait d'autres éléments qui sont issus du cycle de vie et qui sont importants à prendre en compte comme l'utilisation de ressources minières et voilà et donc du coup, il y a la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des outils en fait qui peuvent faire ce type d'évaluation d'impact. Donc il y a quelques années, on a fait une revue pour essayer d'identifier ces outils et voilà, donc on voit qu'il y a 2 types d'outils. Donc il y a des outils en ligne qui se basent un peu plus sur l'estimation, des impacts et puis, des outils qui sont des bouts de code qu'on peut rajouter en fait, quand, on entraîne ou on utilise un modèle. Et donc plus récemment, il y a aussi, donc des donc et ça donc ces outils initialement étaient prévus pour, mesurer des choses sur la phase d'entraînement, des modèles et donc plus récemment, il y a des outils qui sont rajoutés pour prendre en compte donc MLCA qui prend en compte, l'analyse de cycle de vie des équipements qui sont utilisés pour faire les calculs et Ecologist qui est un autre outil qui, prend en compte, l'impact de la phase d'inférence des outils, donc au-delà de l'entraînement. Parce que souvent la phase d'inférence, ben, elle est négligée parce qu'on se dit par rapport à l'entraînement, c'est négligeable, mais quand on fait des millions d'inférences et ben, au final, ça finit par, en fait, représenter quelque chose d'assez important. Donc là, je voulais juste présenter un petit comparatif, en fait, entre ces outils en ligne et les bouts de code, Python. Donc ce qui est donc parce que beaucoup de gens aiment bien utiliser justement les bouts de code en se disant: «Bah, là, ça va faire une mesure directe, donc c'est bien». Donc du coup, alors j'ai mis une croix, effectivement, ça fait une mesure directe, mais avec une petite vague, parce qu'en fait, souvent, ces outils-là, ils sont pas très transparents. Pour moi, c'est un des inconvénients, parce que ça fait une mesure directe, mais des fois, ça fait une mesure directe sur la première époque et puis ensuite, ça prend ça, puis ça multiplie par le nombre d'époques pour finalement faire une estimation du total. Donc souvent, les outils dont on pense qu'ils font de la mesure directe, ils font aussi un petit peu d'estimation, sans le dire. Et ils font aussi pas mal d'inférences en fait, sur, quelles sont les caractéristiques du mix, électrique qui est utilisé puisque, ça change beaucoup d'un endroit à l'autre et donc ça, c'est inféré via en fait, les IP des outils et des fois, ça se passe pas très bien donc ça fausse les comparaisons qu'on peut vouloir faire. Donc un des avantages des outils d'estimation, bah, c'est qu'on peut faire ça de manière asynchrone, c'est-à-dire qu'on peut le faire soit pour anticiper, avant d'avoir fait des expériences, dire: «Ben, comment cette expérience, quel va être son impact?» et puis si on étudie différentes, solutions, on peut peut-être, du coup, être guidé pour choisir une qui aura un impact moindre. Puis si on fait une expérience, puis on se dit: «Ah mince, j'ai pas mesuré, qu'est-ce que je fais?» Si on a noté quelques informations, enfin si on sait qu'est-ce qu'on a utilisé, combien de temps ça a mis pour tourner et cetera. On peut, en fait, de manière asynchrone, réestimer l'impact a posteriori si on avait oublié de faire la mesure, directement. Donc voilà, puis après bon, il y a d'autres, petites, considérations pratiques sur le fait que ça soit facile à installer ou pas. Voilà et donc du coup, alors là, je voulais mettre quelques informations sur, quel est l'impact environnemental de ChatGPT, par exemple, parce que c'est un modèle qui est très utilisé et donc les 2 éléments, c'est que, déjà, c'est très difficile, en fait, de trouver ces informations sur les outils commerciaux parce qu'il y a pas trop de transparence à ce niveau-là. Et du coup, en termes utilisation d'outils, heu, voilà, l'entraînement donc on a l'entraînement, a nécessité donc plus de 3 000 cartes A100, heu, pendant, à peu près une centaine de jours et donc du coup, on voit que c'est quelque chose voilà, un matériel qui est, absolument colossal. Et donc alors après, il y a des études en fait un peu plus, globales qui, regardent en fait l'impact, de, différents types, d'outils en traitement automatique des langues et traitement multimodal. Donc du coup, sur ce schéma-là, on voit, donc les outils, leurs textes sont, plutôt représentés en bleu
Donc là, on voit qu'il y a bien une corrélation entre, bah, plus il y a de paramètres et évidemment plus l'impact est important, à ce à ce niveau-là. Donc là, c'est, Aps assez intuitif, et du coup, on peut aussi se demander, bah, en fait, qu'est-ce que ça veut dire cet impact, en fait? Donc les 718 tonnes de CO2, qui sont donc l'impact d'entraînement de ChatGPT, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc du coup, ben, ça, c'est, l'impact, qui devrait être celui de, alors 359, personnes d'après les accords de Paris puisque, pour, donc limiter le réchauffement climatique, les accords de Paris, ont stipulé qu'il fallait en fait, viser de limiter l'impact de chaque personne à 2 tonnes, par an. Hem, Hops. Donc voilà, après donc une autre, façon de voir l'impact qui est aussi importante, c'est sur la consommation, d'eau. Et donc du coup, la consommation d'eau des modèles, elle est, elle est assez importante. Donc là, on estime que, l'utilisation de ChatGPT, donc pour écrire un texte de 100 mots ou pour faire, ben 10, poser 10 questions, donc ça nécessite, un demi-litre d'eau, donc ce qui est aussi assez important. Et en termes donc de consommation d'énergie des modèles de langue, donc ça, c'est une courbe, bah, qui montre l'évolution des modèles depuis, donc les, 15 dernières années. Et donc on voit que, ben, globalement, on est, sur une pente d'augmentation. Alors en traduction automatique en particulier, on est en train de faire du coup une étude pour se poser cette question-là, parce qu'il y a beaucoup de, modèles distillés qui, du coup, maintenant, sont mis en œuvre pour justement essayer de limiter ces impacts. Et donc, ça, c'est un travail qui est en cours en collaboration avec des collègues de l'université d'Helsinki. Et donc, on essaye de regarder assez systématiquement, quel est l'impact des modèles distillés par rapport à des modèles, plus classiques, et en regardant des corpus d'entraînement, équivalents et sur, plusieurs paires de langues, des plus dotés aux moins dotés. Et donc, voilà, donc du coup, 2 choses enfin les choses intéressantes qui ressortent de cette étude, c'est que, et ben, la distillation, c'est pas forcément toujours moins impactant un modèle global, donc ça dépend vraiment des techniques de distillation qui sont mises en œuvre. Et donc du coup, hem, heu voilà, finalement, la conclusion de ça, c'est qu'il faut vraiment mesurer les choses pour comprendre ce qui se passe. Et donc du coup, une question qui revient assez souvent aussi, c'est, ben, est-ce qu'on peut avoir confiance en ces modèles? Parce que du coup, on est toujours obligé d'avoir quand même des hypothèses pour, bah, combler des informations on ne dispose pas, ou faire des approximations. Mais malgré ça, quand on regarde quand même, globalement, ben, les différents schémas, ce qu'on voit, c'est que de toute façon, les différences relatives entre 2 modèles, si on utilise la même méthodologie, ben, elles restent. Donc on peut quand même, avec ces méthodes-là, facilement voir si une méthode va être plus impactante qu'une autre. Et globalement, même si on peut pas garantir un chiffre exact pour chaque impact, on voit que globalement, ce sont des impacts qui sont élevés et qui sont, en augmentation pour le domaine. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire, à ça? Donc il y a pas mal de collègues qui se sont penchés sur cette question, et qui du coup ont des propositions à faire. Et donc la première, c'est, vraiment en termes de, bah, conception, d'une solution et de réponse à une tâche de traitement automatique, des langues. Et qui est, bon, déjà, est-ce que vraiment on a besoin d'utiliser de l'apprentissage pour faire cette tâche? Et ensuite, donc, quels sont les choix qui sont faits pour, les choix de modèles? Comment est-ce que, ce modèle est entraîné en termes de quel est l'impact du mix électrique qui est utilisé? Mais là, il faut faire attention aussi à pas, en fait, faire juste d'impact. Et donc il recommande bah, globalement, vraiment faire ces études et puis de manière transparente, en fait, de documenter les choses. Voilà,
une autre approche qui est, ben, d'essayer d'avoir un peu des règles pour savoir enfin, pour, essayer de faire en sorte que, les expériences qu'on fait soient plus, soutenables et donc là aussi, ça passe par des recommandations qui sont de vraiment essayer de, bah, faire ces estimations d'impact. Et d'avoir une analyse en fait bénéfice-coût qui inclut, ben, pas que des métriques de performance de la tâche, mais aussi des métriques, d'impact, voilà, d'essayer d'avoir des systèmes en fait qui sont, dans la durée, qui permettent qui puissent être réutilisés. Et voilà, donc du coup, je conclus pour, voilà, bah, remercier tous les collègues avec qui, j'ai pu, discuter, de ces sujets et réaliser ces travaux. Voilà, je reviens sur, ma petite conclusion, enfin qui était le résumé que je vous proposais au début et donc de dire que l'évaluation en traitement automatique des langues et en traduction automatique, donc devrait, s'intéresser à la qualité des résultats avec des métriques, mais également s'intéresser aux impacts et donc il faut, absolument mesurer ces impacts. Je vous remercie.